À la une ce soir, une rentrée comme une autre. C'est ce que prévoit le collectif pour la Guyane décollé en septembre 2017. Malgré les décisions actées dans l'accord de Guyane, aucune construction n'est engagée pour le moment. C'est le bilan tiré par le pôle éducatif du collectif pour la Guyane décollé. On en parle dans quelques instants. En être exonéré, un soulagement pour les entrepreneurs. L'octroi de mer représente une charge considérable sur les dépenses des structures. Les plus petites en souffrent davantage, 23% sur chaque commande d'équipement. Nous verrons le vécu d'un électricien dans quelques instants. Et puis, nos piscines sont-elles dangereuses pour la santé? L'ARS mène l'enquête. Chaque mois, des contrôles sont effectués dans les bassins à usage collectif pour s'assurer de l'équilibre chimique et bactériologique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il n'y aura pas de nouveaux établissements ni de nouvelles classes à la rentrée prochaine. Près de 3 mois après la signature de l'accord de Guyane, le pôle éducatif du collectif pour la Guyane décollé a fait son bilan ce matin. Beaucoup de promesses sur le papier, mais peu d'avancées tangibles. Pour l'heure, seuls les financements seraient au vert. Sur les 400 millions d'euros promis à la CTG pour la construction, 392 auraient déjà été versés. Yvan Lemar. Pour la construction scolaire, 5 lycées et 10 collèges sont prévus d'ici 2020. Sur les 400 millions d'euros prévus par l'accord de Guyane pour le primaire et le secondaire, 392 millions ont déjà été attribués à la CTG. Pour les internats, 40 millions d'euros sont prévus pour leur construction ou leur extension, notamment à Saint-Georges, Mana, Saint-Laurent, Cayenne et Grand-Santi. Pour les emplois et la formation dans l'académie, un budget de 9 millions d'euros environ est annoncé. Des avancées significatives qui n'auront aucun effet réel sur la prochaine rentrée. Les avancées ne se déclinent pas de manière urgente. Alors ça, on peut le regretter. Nous avons même dit au président de la CTG que pour nous, il fallait construire des établissements dans l'urgence. Il nous a dit que ça bloquait du point de vue normatif. Les normes, effectivement, qui sont imposées à la construction sont assez sévères. Donc nous, il faut débloquer ça. Il faut que le préfet puisse débloquer ça et qu'on puisse construire de l'urgence. Parce qu'autrement, on va se retrouver, effectivement, comme on le dit depuis des années, on va se retrouver encore avec des centaines d'enfants qui ne seront pas scolarisés. Bon, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter. La place d'un enfant, c'est à l'école, afin que sa place dans la société puisse être assurée. Donc pour nous, c'est l'urgence absolue. Nous n'avons pas encore de réponse là-dessus et nous les attendons avec impatience. Les conditions de la rentrée 2017 s'annoncent difficiles sur l'ensemble du territoire, notamment dans les communes du Lawa, c'est-à-dire Grand-Santi, Papaïcheton et Maripasoula. Chaque année, on se retrouve avec des professeurs qui manquent à la rentrée, que ce soit dans le premier et dans le second degré, notamment le second degré, parce qu'on a beaucoup plus de mal à recruter dans le second degré. Le territoire du Lawa, les communes de Maripasoula, Grand-Santi et Papaïcheton ne sont pas attractifs. Donc du coup, le rectorat a vraiment des difficultés à recruter pour ces collèges-là. Mais normalement, le rectorat avait décidé de mettre en place un recrutement plus tôt, c'est-à-dire en juin. Donc on espère vraiment que ça sera effectif, qu'ils ne prendront pas d'énormes retards, parce que pour le collège de Maripasoula, plus de la moitié des enseignants vont partir et on ne sait toujours pas s'ils seront remplacés et qu'à la rentrée, les élèves auront des professeurs devant eux. Parmi les points positifs, on notera la création de 10 emplois administratifs pour l'académie et 40 intervenants en langue maternelle dès la rentrée prochaine. En Guadeloupe, le secrétaire général de l'UGTG, Elie Domota, devra encore patienter pour être fixé sur son sort. Poursuivi pour violences commises en Réunion, son procès a été pour la 2e fois reporté ce matin. Cette fois à la demande du procureur de la République. Mais avant cela, un appel au rassemblement avait été lancé pour soutenir le leader syndical. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Hurier, Moïse Dexter. Ils ont été déçus, les syndicalistes et militants venus de Guadeloupe, Martinique, Guyane et même de France soutenir Elie Domota. L'homme devait comparaître pour violence en Réunion dans le cadre, en avril 2016, d'une mobilisation contre des licenciements. Le secrétaire général de l'UGTG mis en cause n'a pas pu s'exprimer. Le président a demandé le renvoi du procès. Le dossier là, un dossier monté de toutes pièces pour diaboliser, criminaliser l'action syndicale. Donc c'est pour ça que nous prenons et décision là ça de façon très sereine. Nous avons renvoyé l'audience là au 15 mars 2018. Nous portons plainte contre Blandin parce que justement le fond de dossier là ça, c'est que les procès-verbaux que l'inspection de travail fait, qu'a dit que le groupe blanc n'est pas qu'à respecter le droit syndical, notamment il a foutu travailleurs syndical du GTG d'Ewo. Et ils transmettent ça au parquet. À aucun moment, le parquet de Pointe-à-Pitre pas ouvrir une information en situation de discrimination et de racisme. Et plus que jamais, nous debout. Et grâce à la solidarité à les camarades Martinique, Guyane et France qui étaient là,
et Guadeloupe, nous avons que nous en mouvement et nous sommes toujours présents. Tous ceux qui étaient venus soutenir le leader de l'UGTG sont partis en milieu de matinée. Nombreux sont ceux qui sont allés porter leur soutien aux employés en grève. 23% de trop censés protéger la production locale de la concurrence extérieure. La taxe sur l'octroi de mer pèse sur les frêles épaules des petites entreprises guyanaises. Appliquée sur toute commande de produits importés, elle rend la tâche particulièrement ardue aux structures locales. Un point de vue partagé par Adolphe Amarante, électricien, patron d'une entreprise depuis quelques années. Jonathan Lariot l'a rencontré sur l'un de ses chantiers. Reportage. Adolphe Amarante est électricien. Son quotidien, s'occuper des installations électriques de chantier comme celui-ci, situé à La Chaumière, à Matoury. Armé de sa mallette d'outils, son rôle est de mettre en place tout le réseau électrique. Tout ce travail ne serait pas possible sans un minimum d'équipement. Mais là, en euros, pour démarrer, parce que pour les jeunes, là, il faut au moins 8 000 euros. Au moins 8 000 euros pour s'équiper. Boîte à outils, perceuse, visseuse, au moins 8 000 euros. Mais le problème reste le prix, car Adolphe, lui, est obligé de commander ses pièces et certaines de ses machines. En plus du prix de la marchandise vient s'ajouter le prix de l'octroi de mer, 23% en plus du prix initial. En gros, une perceuse, il faut au-delà de 300 à 400 euros. Si on n'a pas de remise, c'est vraiment cher. Une perceuse, une Brunner, oui. À l'aise. Et Brunner, 1600, 1700, ça dépend de la grosseur. Surtout sur les chantiers. Bâtiment, il nous faut tout sur ça. Ah non, sans ça, on ne peut pas retenir à l'ancienne. C'est ma 7 Burin, non, c'est fini, c'est plus du tout. Là. Ça rentrerait plus ça? Ah non, c'est plus facile, c'est plus rapide et c'est coûteux. Face aux différentes normes d'équipement que doivent respecter les électriciens, s'équiper devient vraiment très compliqué dans ce domaine où beaucoup de machines viennent de l'extérieur. Si vous n'avez pas le matériel adéquat, on vous fait sortir du chantier, quoi. De plus en plus, on nous demande des normes. Il faut avoir ce qu'on appelle le travail en hauteur. Dans le travail en hauteur, il faut qu'on ait du matériel adéquat. Vous savez, on paie tout à l'entrée. Mais si on est exonéré, ça nous permet d'être allégé et puis d'être mieux, quoi. Ça nous permet d'être équipés et ça incite aussi les artisans à bien s'équiper parce qu'ils ont un moyen de pouvoir bien s'équiper. Une réunion est organisée ce soir par la collectivité territoriale à la demande de plusieurs organisations professionnelles. L'objectif, présenter les différents dispositifs d'exonération d'octroi de mer. Au chapitre santé, l'Agence régionale de santé en Martinique a présenté la semaine dernière son bilan de la gestion de l'épidémie du Zika en présence de nombreux professionnels. Il s'agissait de vérifier ce qui avait plus ou moins bien fonctionné dans la gestion de l'épidémie. Un reportage signé Louis Sabas. 34 semaines d'épidémie, 36 100 personnes recensées. Le Zika est encore dans toutes les mémoires en Martinique. Et si la phase épidémiologique est terminée depuis septembre 2016, la vigilance est toujours de mise, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes exposées au virus durant cette période. Le risque qu'on a, c'est d'avoir une infection de l'embryon ou du fœtus, infection qui peut provoquer soit des malformations assez importantes, et ça, normalement, on les détecte pendant le suivi échographique au cours de la grossesse, mais il peut y avoir des anomalies qui ne se révèlent que plus tard, après la naissance, ce qui fait que non seulement on fait un suivi rapproché pour les femmes enceintes, mais les enfants qui sont nés de femmes qui ont eu le Zika pendant la grossesse doivent être surveillés régulièrement pendant au moins 2 ans. Depuis, ce sont 574 enfants qui sont suivis. Aucun cas n'a été recensé depuis février dernier, mais au plus fort de l'épidémie de Zika, ce sont 1140 cas hebdomadaires qui étaient déclarés. En cause, le moustique Aedes aegypti, le vecteur d'une maladie qui, dans un premier temps, a surpris les autorités sanitaires. Quand on se retrouve comme ça avec une maladie nouvelle et puis qu'au fur et à mesure on apprend des choses sur sa complexité, il y a des éléments qui sont à la fois positifs et négatifs. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est qu'au fur et à mesure qu'on apprend que c'est complexe, il y a une meilleure appropriation du sujet. On va dire que l'ensemble de la population martiniquaise s'est sentie peut-être un peu plus investie. Mais les effets négatifs sont plutôt en termes de gestion, d'adaptation du discours. Prospection de gîtes à moustiques, pulvérisation, gestion des déchets, création d'un comité de pilotage ou encore augmentation de la capacité du service de réanimation. Le Zika a demandé une gestion spécifique des autorités qui aurait plutôt bien fonctionné. Ce que l'on a vu sur cette épidémie-là, c'est que la collaboration entre les différents partenaires
a été particulièrement efficace sous l'autorité du préfet. On a eu de bonnes collaborations entre les services de l'ARS et le CHUM. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont bien marché et qui vont être validées pour les futures épidémies. Zika, dengue ou chikungunya, impossible de savoir quel sera, ni quand sera, le prochain épisode épidémiologique. Les autorités sanitaires comptent sur cette trêve pour mettre en place de nouveaux dispositifs et outils. Ils doivent permettre une meilleure coopération entre les communes et les établissements publics intercommunaux pour plus d'efficacité dans la lutte contre la future épidémie. Éviter les pathologies cutanées, ORL, respiratoires et digestives, c'est tout l'enjeu de ces contrôles. Les bassins publics font l'objet d'une surveillance spécifique par l'Agence régionale de santé. Chaque mois, des prélèvements sont effectués dans les bassins à usage collectif, puis analysés par l'Institut Pasteur, bassins municipaux, résidentiels ou commerciaux, passés au peigne fin. Ce matin, le centre aquatique de Baduel recevait la visite d'un contrôleur. Reportage à Yodeli Germa. Aujourd'hui, Emmanuel Padovani n'est pas là pour faire trempette. Ce préleveur de l'Agence régionale de la santé est muni de 3 fioles pour 3 échantillons destinés à analyser la composition chimique de ce bassin. Donc l'appareil que j'utilise, il y a une chambre de mesure. À l'intérieur, il y a un petit faisceau de lumière qui permet de mesurer les réactifs qu'on met dans les cuvettes. Et c'est ce qui nous permet donc d'avoir des résultats en fonction de ce qu'il y a dans l'eau. C'est pour mesurer donc, le pH, le chlore disponible, le stabilisant. Et le chlore combiné, c'est quand nous faisons donc la différence entre chlore total et chlore disponible qui nous donne donc le chlore combiné. Une piscine est aux normes de sécurité sanitaire lorsque le pH se situe entre 6,9 et 7,7, que le chlore disponible est supérieur à 2 mg par litre et inférieur à 4 mg par litre. Quant au chlore combiné, issu de l'usage d'un stabilisant, il doit être inférieur à 0,6 mg par litre. Emmanuel prélève ensuite un autre échantillon. Réfrigéré, il sera ensuite envoyé à l'Institut Pasteur pour des analyses bactériologiques. Ils font la recherche de germes de contamination fécale, donc des germes aérobies sulfitoréductrices, des coliformes totaux, des Escherichia coli et des staphylocoques. Et ils nous transmettent les résultats dès qu'il y a une anomalie. En fonction des résultats, on peut refaire des recontrôles et voir éventuellement fermer la piscine temporairement à l'accès au public si les résultats sont non conformes. Pour le centre aquatique de Cayenne, aucune inquiétude à se faire aujourd'hui. Les résultats sont bons. Tous les matins, l'eau est renouvelée au prorata du nombre d'utilisateurs de la veille. Les filtres sont lavés. Précaution d'usage, surtout pour une piscine à ciel ouvert. Sa propreté est troublée autant par la pollution urbaine que par la présence humaine. Par rapport à l'agglo, plus le vent, quand on est face à la lisière, plus les feuilles dans l'eau, effectivement, ça augmente le taux de bactéries. C'est très très difficile à gérer une piscine découverte, surtout près d'une agglo. 2 recommandations pour garantir l'hygiène, bien se savonner à la douche, tremper ses pieds un moment dans le pédiluve pour être aussi propre à l'entrée qu'à la sortie de la piscine. Pour finir, le cinéma s'invite désormais dans votre journal. Nous ferons le point chaque jeudi sur les sorties dans les salles obscures de l'Agora. Et nous démarrons ce soir avec l'histoire loufoque de Léa. La jeune femme de 27 ans monte une agence de location de services avec sa meilleure amie. Un double jeu auquel elle se retrouvera rapidement prise au piège. Une comédie française signée Colline Assou et Virginie Schwartz. Bande annonce. Une société de location de personnes. Bouquet Partenaire, bonjour. Tu te loues. C'est du service à la personne. C'est un métier, ça? Ben ouais. Bouquet Partenaire, bonjour. Et je peux te le rendre demain? Vas-y, je te paye pas pour discuter. Et tes parents, tu vas leur dire maintenant? C'est cabinet d'avocat, t'es toujours contente? Oui. J'ai un métier super, vraiment. 9 fois sur 10, on me prend pour une pute. Ouais, non, faut peut-être y aller étape par étape. Oh là! C'est quoi cette moustache, amour? C'est cool, non? Parce que toi, il y a que la moustache qui te choque. Non, mais le pancho, j'adore. En tout cas, moi, c'est exactement ce qu'il me faut. Ma mère me gonfle pour que je me remette avec mon ex-femme. On s'est séparés il y a moins d'1 an quand on s'est rencontrés avec Manu. Et ça, ils le savent pas. Ça te remercie. Donc c'est Versailles ici, en fait. Léa, mais qu'est-ce que tu fais là? Vous connaissez? On est sortis ensemble au lycée. Putain, mais t'es avec mon frère. Bonne nuit, bébé. Je savais pas que c'était ton frère. Tu m'embrasses pas? Même pas en rêve.
C'était vraiment bizarre de te revoir chez mes parents. Ah oui? Ouais, je sais, tu vas me prendre pour une folle, mais je pense qu'il y a moyen de moyenner. Je te signale que t'es censée être la meuf de son frère. Et j'apprends que ma meuf me ment, mais il n'y a même pas à discuter. Mais t'en penses quoi, toi? Tu lâches l'affaire, Léa. Je te vois. Bah, un moulin à poire. T'étais où? J'étais avec Raph. Je suis d'accord avec ce que Raph disait. Ça sert à rien de se mentir. Tu vas pas lui dire que son frère est gay pour arranger tes petites histoires. Hein. Tu serais dispo pour un petit déj? Si c'était pas ma belle-sœur, ce serait un super plan drague. Oui, mais je suis ta belle-sœur. C'est quoi cette boîte? C'est du service à la personne. Mais ça cartonne au Japon. Geisha? Tu es une geisha? C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres à développer ce soir. Une rentrée comme une autre, c'est ce que prévoit le collectif pour la Guyane décollé en septembre 2017. Malgré les décisions prises dans l'accord de Guyane, aucune construction n'est engagée pour le moment. C'est le bilan tiré par le pôle éducatif du collectif. Nous avons fait le point dans ce journal. En être exonéré, un soulagement pour les entrepreneurs. L'octroi de mer représente une charge considérable sur les dépenses des structures. Les plus petites en souffrent davantage. 23% sur chaque commande d'équipement. Et puis nos piscines sont-elles dangereuses pour notre santé? L'ARS mène l'enquête. Chaque mois, des contrôles sont effectués dans les bassins à usage collectif pour s'assurer de l'équilibre chimique et bactériologique. L'an passé, 789 prélèvements ont été effectués. merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas tout de suite l'information nationale et internationale. Ce sera juste après la météo. Excellente soirée à vous. À demain.